Monsieur le directeur général de la CNPS, merci d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes celui qui gère le fonds de pension publique au Cameroun, le fonds de pension, le fonds des retraites au Cameroun. Et vous avez été invité parce que vous intervenez beaucoup en tant qu'investisseur institutionnel, que ce soit sur les marchés financiers, sur les titres de créance, les titres de participation. Et vous intervenez même aux côtés d'investisseurs internationaux qui souhaitent se déployer au Cameroun. Donc vous les accompagnez, vous, au vu de votre expérience. Que vous suggère cette thématique que nous avons décidé de poser aujourd'hui sur la table? Bâtir la nouvelle puissance économique de la CEMAC. Est-ce que la CEMAC peut devenir une puissance à partir du secteur privé? Merci pour vos questions. D'abord, je voulais saluer toute l'assistance. Vous pardonnerez ma voix qui ne sera pas forcément extrêmement claire pour tout le monde. Il se trouve que par la force des choses, je suis un peu grippé. Mais ceci n'excuse pas cela. Je suis venu pour une discussion. C'est tellement pas pour une leçon académique. Je crois qu'il y a des universitaires dans la salle qui sont mieux outillés que moi à ce propos. C'est un sujet extrêmement, en tout cas de mon point de vue, extrêmement important, qui est d'ailleurs récurrent, parce que chaque fois que je me retrouve à un cénacle comme celui-ci, c'est quasiment un invariant. C'est une question qui m'est régulièrement posée, et même à d'autres intervenants. Quelle est la mesure dans laquelle non seulement la CNPS, mais pensez-vous l'ensemble des investisseurs institutionnels pourraient contribuer à massifier davantage l'investissement public, notamment animer le marché des capitaux? Si j'ai un élément d'information ou de clarification à apporter de ce point de vue, je le dirais en deux mots ou en deux observations. La première étant que, certes, d'ailleurs, mais les prédécesseurs l'ont suffisamment indiqué, il semble y exister dans la zone CEMAC suffisamment d'épargne vers laquelle tout le monde semble lorgner, notamment l'État, pour attraire, développer, alimenter sa trésorerie et procéder aux investissements nécessaires dont l'État compte beaucoup sur une épargne nationale qui semblerait exister. On a parlé de 5 000 milliards tout à l'heure. Donc, je pose la question qui fâche nécessairement, c'est de dire pourquoi l'État a tant besoin d'argent? Est-ce que l'État devrait se poser comme réceptacle exclusif, sinon prioritaire ou au moins principal de l'épargne nationale? Cela procède-t-il d'un choix ou d'un mouvement irréversible, inarrêtable, qui nous pousse, nous, États, à toujours solliciter l'épargne pour financer le budget national? Si je m'en tiens à la première partie de mon questionnement, c'est-à-dire il y a une épargne disponible, qu'est-ce qu'il faut faire pour que l'État puisse attraire ses financements, sans reprendre ce que la plupart d'entre vous savent, les mesures incitatives. Le directeur général de la BVMAC en a indiqué quelques éléments ici. Je pourrais ajouter une ou deux choses. D'une part que l'épargne doit procéder d'un préalable qui est forcément la réglementation disponible. Est-ce que nous avons
aménager suffisamment d'éléments légaux et opérationnels pour que ceux qui disposent de l'épargne puissent la diriger vers ceux qui en ont besoin, et ici, l'État et, dans une certaine mesure, les investisseurs privés en termes de producteurs, bien sûr. Si je m'en tiens à la réaction de certains, aussi bien dans la salle qu'ailleurs, cela semble insuffisant. Je vais donner un exemple très pratique. Nous avons, avec certains investisseurs internationaux, engagé un gros investissement au Cameroun sur la transformation de certains produits de matières premières locales, qui devrait porter sur des sommes suffisamment considérables pour retenir l'attention, l'intérêt, et peut-être la curiosité de tout le monde, y compris l'État. Pour ceux qui sont dans le domaine, je ne vais pas préciser lequel, pardonnez-moi, mais vous devriez savoir qu'il y a quelques mois, cette annonce avait été faite dans les médias. Je crois savoir à la satisfaction de beaucoup. Mais jusqu'à ce jour, cet investissement non seulement n'a pas eu lieu, mais n'a même pas connu de commencement d'exécution. L'une des raisons étant que aussitôt les documents légaux déposés ou présentés auprès des autorités Alors, nos amis, nos partenaires ont reçu une notification de redressement fiscal de 5 milliards. Des gens qui n'avaient même pas encore ouvert un bureau. Redressement 5 milliards, qui à eux seuls suffirait à ouvrir une grande entreprise. Pensez-vous que ceux-là, ils insisteraient particulièrement à poursuivre leur investissement? Parce que l'argent qu'on apporte, c'est pour investir, c'est pour produire. Je ne m'attarderai pas sur le retard connu pour l'agrément à un certain régime d'investissement, pourtant prévu par la loi, et dont on présente très abondamment les avantages sous tous les cenacles, devant toutes les caméras et auprès de tous les investisseurs, y compris à l'étranger, qu'on voudrait amener au Cameroun. Mais c'est un exemple concret. Si nous dépensons tant d'argent à aller chercher des investisseurs à l'étranger, et que l'un d'eux, courageusement, avec beaucoup de bienveillance et d'espoir aussi, en viennent à choisir nos pays pour produire, transformer nos matières premières, si avant même qu'il ne pousse le premier soupir, il reçoit un redressement de 5 milliards, il faut beaucoup de courage et de ténacité pour qu'il reste. Hein? Nous sommes en négociation avec eux pour les retenir. Ce n'est pas notre rôle de les retenir. C'est l'État qui doit les retenir. Non pas par une négociation individuelle, mais par une facilitation de leur investissement. Donc, aménagement, facilitation des conditions d'installation qui aillent au-delà du texte et
appelons ça, de la bonne volonté affichée des autorités compétentes, que ce soit effectif. Évidemment, il se trouvera toujours dans la loi une disposition qui justifierait un tel redressement, mais est-ce cela l'esprit? On peut parfois en douter. Je reste au niveau superficiel. Aménagement légal et opérationnel de la facilitation. L'autre élément que je pourrais invoquer, c'est vis-à-vis des intervenants nationaux. Là, je ne parle pas des internationaux, je parle des nationaux. Quelqu'un a parlé de sensibilisation, oui, c'est vrai, mais c'est plus une question de mon point de vue, qui est certainement contestable. Moins de sensibilisation que d'intérêt et de volonté de transparence de certains opérateurs. Je ne crois pas qu'il y ait eu particulièrement une grosse et lourde et massive campagne pour expliquer les tontines au Cameroun. Pourtant, elles ont un succès indéniable. Est-ce qu'il faut nécessairement dépenser tant d'argent, mobiliser tant de médias quotidiennement pour que nos étudiants et eux comprennent qu'on peut investir en bourse? C'est des questions que je pose et la réponse naturellement est contenue dans la question. Maintenant, si vous me permettez rapidement d'aborder un sujet, le deuxième, qui me semble fondamental et qui procède des éléments que j'ai invoqués dans mon propos introductif, c'était de dire, est-ce que l'État qui a besoin d'argent, où nous nous inscrivons dans une logique, dans une dynamique de roue libre, c'est-à-dire on ne se pose pas la question de la pertinence de la recherche des fonds, mais dans la logique de la pertinence de notre rôle dans l'investissement. Je vais provoquer un peu certains adeptes religieux ici qui nous disent « Ah, Dieu avait dit que la parole fut et tout fut. » Bon, tout fut peut-être, mais est-ce que tout commence par la parole? On peut en douter, ce n'est pas parce que c'est écrit dans un livre dit sacré que c'est vrai. Et est-ce que au commencement est la parole? Moi, je dis non. Au commencement est la conception. On doit concevoir des choses, puis les énoncer avant de les exprimer, soit par la parole, soit par le geste, soit par l'écrit, etc. Vous comprenez que je m'inspire là de ma profonde intimité avec l'origine africaine de la connaissance, parce qu'en Afrique, on a d'abord conçu, puis énoncé et dit. Alors, il faut que nous concevions nous-mêmes la place de l'État dans l'économie. Si nous concevons que c'est à l'État de procéder aux principaux investissements, d'abord infrastructurels, puis de production, on peut s'interroger. Et là, l'État aura toujours besoin d'argent. Et l'argent disponible sera toujours insuffisant, quoi qu'on dise. Mais si nous procédons dans nos conceptions de l'État et de l'économie à une répartition plus ou moins équilibrée des rôles entre l'État et les investisseurs privés, les producteurs privés, alors on peut remettre l'État à sa juste place et donc arriver à une juste, ou en tout cas équilibrée, répartition du besoin de financement. Et l'État ne serait plus
ce gargantua qui absorbe tous les financements, toute l'épargne disponible dans les banques, dans les tontines, dans les poches des individus, dans toutes nos interstices personnels, privés d'épargne. Parce que parfois, nous avons ce qu'on appelle le bas de laine sous nos matelas. L'État va rechercher jusque sous nos matelas. Est-ce que l'État devrait tant avoir besoin de financement? Je dirais, enfin, j'en douterais, mais à condition que sa place soit redéfinie. Nous nous rendons compte aujourd'hui que l'État a toujours besoin d'argent et on oriente la réflexion vers comment faire pour donner l'argent à l'État. Ce ne serait pas, de mon point de vue, le juste débat. Le juste débat préalable, en tout cas, c'est de dire comment est-ce qu'on répartit les rôles respectifs des intervenants dans l'économie. Et lorsqu'on l'a fait sous l'entendement de tous les intervenants, donc de tout le monde, en ce moment, on dit l'État, si ça, a besoin de temps. Les privés, si ça, ont besoin de temps. En ce moment, on peut même élaborer une réglementation à tous égards qui permettent d'irriguer par effet de dissipation tous les fonds, toute l'épargne vers chacun des canaux, voyez-vous. Donc, je crains de me lancer dans un débat à l'aveuglette parce qu'on est dans un mouvement peut-être pas nécessairement ascensionnel, mais qui peut nous mener vers un gouffre si on y prend garde. Et c'est fondamental parce qu'aujourd'hui, d'ailleurs, lorsqu'on rapporte, dernier élément, je crains d'avoir été trop long, je vois votre impatience justifiée. Si vous rapportez le taux d'évolution de la dette publique au taux d'évolution, la croissance nette, vous verrez que la comparaison en faveur du taux de croissance de l'endettement, il y a donc problème. Si l'endettement public croît beaucoup plus vite que la création de richesses, il y a un problème, d'autant plus que c'est l'État qui absorbe le maximum. En ce moment, il y a un problème et il faut réorienter les choses. Donc, en préliminaire, voilà les éléments que je crois pouvoir mettre à votre sagacité. Merci beaucoup, monsieur le directeur général, pour ce diagnostic froid, à la fois sur les responsabilités des uns et des autres. Alors, vous avez dit qu'avant la parole, il y a la conception. J'ai vu beaucoup de personnes dans le public prendre des notes pendant que vous parliez. Donc, je me dis qu'il y aura certainement 2 ou 3 réactions parce que le temps imparti pour cet échange est de 30 minutes. Et là, nous en avons déjà consommé plus de la moitié. Donc, je vais donner la parole à 2 ou 3 personnes pour une réaction ou question. La parole est à qui veut la prendre. Nous commençons par là. Merci, monsieur le directeur général, pour vos explications et surtout pour votre analyse toujours très intéressante et très, je dirais, froide sur la réalité. Et effectivement, je m'appelle Daniel Claude Abaté, comme vous le savez, je suis le président du MECAM et le vice-président du Haut Conseil des affaires en Afrique centrale. Et la préoccupation que nous, le secteur privé, on a aujourd'hui dans la mobilisation des ressources et des financements, c'est justement que nous constatons une sorte d'effet d'éviction. La plupart des ressources mobilisables aujourd'hui le sont par les États et non par les acteurs privés.
Je pense que ça a pris même tellement une ampleur que ça a été à l'objet du dernier sommet des chefs d'État de la CEMAC à Brazzaville, qui ont recommandé que le niveau de risque souverain dans le portefeuille des banques privées ou commerciales soit réduit. Et effectivement, comme vous l'avez dit, c'est une spirale qui n'est pas soutenable à la longue. Et nous sommes très heureux de voir que des institutions comme la CNPS aujourd'hui jouent un rôle qui participe d'atténuer un peu, parce que nous voyons un peu un certain nombre d'initiatives sous votre direction qui ont été prises pour soutenir le secteur privé ou pour accompagner le secteur privé. Et lorsqu'on compare ailleurs, on voit que des institutions comme les vôtres, les fonds de pension et autres, sont vraiment dans ce sillage-là et jouent ce rôle. Qu'est-ce qu'il faut pour le Cameroun en particulier et pour la sous-région? Qu'est-ce qu'il faut pour que la CNPS que vous êtes, avec les ressources qui sont les vôtres, vous puissiez davantage amplifier les actions que vous menez déjà pour accompagner le secteur privé? Alors, d'un mot, je dirais deux choses qu'il faut. Un, réduire l'incertitude administrative, que j'appelle l'impasse administrative. Il faut réduire l'impasse administrative. Il ne faut pas que ceux avec qui nous intervenons aient une quelconque hésitation ou incertitude quant au sort de leur investissement. Pas en termes de sécurité, quoique c'est garanti, mais en termes de profitabilité. Et que la réglementation, les textes en tout cas irrelatifs, ne changent d'année en année. Parce que l'État a besoin d'argent, voyez-vous. Quand l'État absorbe, telle une éponge, tout ce qui est disponible, lorsque c'est insuffisant, il modifie la législation. Et ça crée une incertitude totale de la part des investisseurs. Ça ne devrait pas être possible. Deuxième chose, réduire l'imprévisibilité. On devrait pouvoir se projeter sur la durée raisonnable du TRI. OK, mon business plan, que je vous ai soumis dans toutes les instances compétentes de l'État, prévoit que je puisse rentabiliser mon investissement en 5, 10, 15 ans. Si l'État l'a admis, il doit préserver mon statut sur 5, 10, 15 ans. Je suis sûr que je pourrai donc avoir mon retour sur investissement. Cette prévisibilité devrait guider l'attractivité de notre économie. Voilà. Merci. Merci. Alors, je vois qu'il y a beaucoup de mains levées. Le directeur général de la CNPS ne bouge pas, il est là. Je suggère qu'on ait ces échanges juste après, directement avec lui, parce qu'il est là, on pourra échanger. Ne vous en faites pas. Et le temps pour nous de pouvoir introduire le panel suivant, parce que le temps est imparti à cet échange est arrivé à son terme. Monsieur le directeur général, une fois de plus, merci pour vos précieux éclairages et merci d'avoir accepté d'être ici à la Finance Week.